Bonjour, je vais vous parler de l'astrologie et politique. Ça ne vous surprendra pas, puisque nous sommes en pleine période de débats politiques et d'élections, ne serait-ce qu'en France. Quand on regarde les éphémérides, pour les mois qui viennent, on s'aperçoit que lors des élections d'avril 2017, eh bien, Saturne est à 27 degrés, rétrograde d'ailleurs, du Sagittaire. Voilà, ça veut dire qu'il ne passe pas immédiatement en Capricorne, il revient en arrière, comme on dit. Il ne redeviendra direct qu'au mois d'août 2017. Alors qu'il sera, il sera revenu à 21 degrés du Sagittaire. Donc, ça veut dire que la configuration des 2 prochaines années est assez complexe. Nous allons avoir une période unitaire, puisque on restera dans l'orbite de la conjonction Saturne-Antares, autour de 9 degrés du Sagittaire, avec évidemment une orbe qui va jusqu'à la fin du signe, qui commence avant le début du signe aussi. Et ce n'est qu'en 2018 que l'on va basculer vers la phase oméga, c'est la phase où la distance entre Saturne et l'étoile fixe Antares, en l'occurrence, sera bien plus considérable. Ça signifie que la dynamique unitaire, l'idéologie unitaire actuelle, qui marque notamment très fortement le discours de la droite, et plus spécialement même le discours d'un François Fillon, et qui marquait déjà puissamment celui de Sarkozy qui a été éliminé, et qui est repris en quelque sorte par Fillon, quelque part. Il faut s'attendre, dans le courant 2018, à une situation assez comparable à celle qu'on aura connue 7 ans plus tôt, en 2011. Et vous savez ce qui s'est passé en 2011, c'est le printemps arabe. Et si on remonte plus haut, on a toute une série d'événements assez inquiétants. 1989, soit 29 ans plus tôt, donc avec un Saturne en même position, et 1968, 49 ans plus tôt, plus 50. Donc 7 cycles de 7 ans. Vous savez que chaque fois qu'on est dans un cycle de 7 ans, on a des situations comparables. Alors, il faut s'attendre à l'écroulement de cette dynamique unitaire qui ne durera en fin de compte qu'une année, entre l'élection de mai 2017 et une période un an plus tard où Saturne sera déjà à 9 degrés du Sagittaire, même si ça rétrograde un petit peu, ça nous amène à une rentrée de septembre 2018 extrêmement houleuse, extrêmement difficile. Donc la rentrée de 2017 ne le sera pas, on sera faiblement, mais un an plus tard, on sera presque en situation de guerre civile, si on peut dire. Et comme nous avons des institutions qui sont, disons, assez blindées et verrouillées, et qui ne se prêtent pas à des changements avec souplesse, des institutions qui favorisent la rigidité, eh bien, il faut s'inquiéter, surtout s'il n'y a pas de contre-pouvoir.
Autrement dit, on peut se demander si le gouvernement qui sera mis en place en avril-mai 2017, le président et puis sa majorité, etc., deux choses l'une, soit cette majorité très puissante, à ce moment-là, elle va refuser tout accommodement, soit c'est une coalition, et là, il pourrait y avoir éventuellement des négociations et des compromis. On peut souhaiter que la victoire parlementaire de François Fillon ne soit pas trop forte, parce qu'autrement, on risquerait vraiment des conséquences terribles. J'avais déjà annoncé, d'ailleurs il y a quelques mois, cette échéance de la mi-2018, qui d'ailleurs ne devrait pas affecter uniquement la France, loin de là, mais affectera tous les gens qui auront été élus dans le contexte actuel, c'est-à-dire notamment Donald Trump, et dans quelques mois, François Fillon, probablement, à moins que il n'y ait, bien entendu, une anticipation, une prise de conscience qui se fasse dès maintenant, en tout cas dès le printemps 2017, ce qui ne pourrait se produire que si les gens adoptaient un paradigme astrologique, où il leur serait démontré très clairement ce qui se passerait un an plus tard. Et là, effectivement, on fait un peu de la science-fiction, mais il est évident que, au vu de la courbe qui se présente, il faut bien comprendre qu'il vaut mieux, et il vaudrait mieux élire un président capable de gérer les années qui vont venir, qui vont suivre. Même si ce n'est pas encore tout à fait le moment. On élit des gens pour 5 ans, il faut quand même avoir une représentation des 5 ans à venir relativement cohérente, et non pas projeter sur 5 ans en disant voilà, on va faire ça dans 5 ans, etc. Ça, c'est tout à fait infantile, et ça n'est pas digne du XXIe siècle. Maintenant, je voudrais en profiter pour rappeler un certain nombre de principes qui me paraissent devoir être respectés à terme, parce que la phase conjonctionnelle est une phase surmoïque, artificielle, et purement, je dirais, rhétorique. L'unité est une fiction. Une fiction qui, à certains moments, peut être utile, parce qu'elle est prévue dans le système, en quelque sorte, mais ce n'est qu'une fiction. Et même, je dirais, un déni. Les slogans qui vont l'emporter par la suite, c'est-à-dire à partir de la rentrée septembre-octobre 2018, puisqu'il faut tenir compte aussi des rétrogradations de Saturne. Si la rentrée de septembre-octobre 2017 peut être relativement maîtrisée, ce ne sera certainement pas le cas un an plus tard. Et à ce moment-là, quels seront les slogans et quelles seront les valeurs qui seront mises en avant? Je les résumerai par une formule très simple: le respect des différences et le ressourcement. Le respect des différences, c'est que chaque communauté, chaque catégorie socio-professionnelle et autres doit être respectée pour ses valeurs, ce qui veut dire par exemple aussi que, au fond, les catholiques, s'ils veulent ne pas pratiquer l'avortement, pourquoi pas? Mais ça n'est pas généralisable.
Et inversement, les musulmans aussi peuvent avoir des valeurs qui leur sont propres, mais qui ne seront pas non plus généralisables. Ça, c'est un premier point. Et le ressourcement, parce qu'il est inacceptable que les gens qui appartiennent à une communauté A revendiquent des valeurs qui sont propres à une communauté B. Ça aussi, c'est le respect des différences. Je n'ai pas à convoiter ce que l'autre a si ça ne correspond pas à mes besoins, à mes possibilités. Et ça, c'est aussi à éviter. Donc voyez-vous à quel point le ressourcement, c'est se demander quelles sont les valeurs du groupe auquel j'appartiens. Qu'est-ce qui est important, quels sont les moyens que dont ce groupe dispose, géographiquement, historiquement, et éviter des politiques de consommation qui ne correspondent pas à la réalité sociale, géographique, culturelle. Il n'est pas question d'imposer un modèle unique à aucun niveau d'une communauté à une autre. Certes, ces différentes communautés vont cohabiter au sein d'un même ensemble, qui est l'État français, bien, même si ce terme a une connotation vichiste qui n'est pas appropriée ici. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance à l'identité impériale et non pas l'identité nationale. L'identité nationale est beaucoup trop étriquée, l'identité impériale englobe une très grande diversité et s'ouvre à d'autres horizons et à d'autres communications. Par exemple, à la limite, une communauté musulmane peut très bien recevoir de l'aide de l'étranger. Pourquoi pas? Tout comme les communistes, à une certaine époque en France, recevaient de l'aide de Moscou, etc. Il y a des frontières qui doivent être beaucoup plus poreuses. La notion d'empire est une notion extrêmement subtile, extrêmement complexe, avec des interactions très compliquées, très, très subtiles. Et donc je crois qu'il faut respecter cela. L'histoire de la France, ce n'est pas l'histoire d'une nation étriquée. On nous parle de Napoléon, on nous parle de Louis XIV, ce sont des gens qui ont eu un potentiel impérial visible. Et la Troisième République est une république qui a fait énormément au niveau de la colonisation, au niveau des conquêtes outre-mer. C'est pas rien. C'est partie d'une identité impériale qui fait partie, et la France n'a pas le monopole de l'identité impériale. Tous les pays de la façade atlantique européenne, de la Hollande jusqu'à l'Espagne et le Portugal, en passant par la France, eh bien, ont eu des empires, ont constitué des empires, même plusieurs empires successivement. Parce que la France a dû se retirer, mais elle n'a pas vraiment se retirer, elle a dû se retirer du Canada, mais elle a quand même gardé un point important au Canada, avec le Québec, qui est toujours francophone. Elle a dû se retirer de l'Indochine, elle a dû se retirer de l'Inde à un moment donné, etc. Bon, mais elle a quand même, ça reste quand même une très grande puissance sur le plan, par exemple, maritime. C'est une des plus grandes superficies au monde. Et du fait de ces différentes îles, etc. Alors, je pense paradoxalement, souvent on pense que l'Empire est très autoritaire. Non, l'Empire n'est pas autoritaire, au contraire. L'Empire est très tolérant. L'Empire admet et il doit arbitrer il doit gérer cette diversité. Voilà. Le gouvernement doit gérer la diversité, doit l'assumer, la développer, de façon à ce que chaque communauté soit complètement ressourcée, c'est-à-dire qu'elle vive selon ses véritables valeurs, donc qu'elle puisse donner ce qu'elle a de plus important, et qu'elle vive selon ses besoins, et selon ses capacités et ses possibilités, comme dirait Marx. Et donc je crois au modèle impérial, et je crois que ce modèle impérial correspond par certains côtés à des valeurs de gauche. Et sur ce point, je suis encore un peu hésitant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des périodes où tout le monde ne doit pas chercher à faire la même chose, où les femmes ne doivent pas chercher à être des hommes, par exemple, où les retraités sont des retraités, qui n'ont pas besoin d'être actifs, etc., etc.
Donc, il ne faut pas de contagion, il ne faut pas de contamination d'un groupe à un autre groupe. On parlera d'échelle sociale, d'ascenseur social. Non, non. Chaque communauté doit être respectée pour ce qu'elle est et doit développer ses propres valeurs en restant malgré tout relativement circonscrite sur le plan spatial. Hein. Je ne crois pas tellement à l'existence d'un espace comme ça unitaire. Ça ne va pas très très loin. Je ne vois pas d'inconvénient non plus à ce que des langues différentes soient parlées au sein de cet empire. Ça me paraît tout à fait en logique avec le passé de la France. Mais je crois à des entités, à des communautés qui ont une certaine homogénéité. Chacune, pour elle-même, bien entendu. Je crois qu'un individu isolé, ça ne va pas. Il faut avoir une appartenance objective, des gens qui se ressemblent et qui s'assemblent. Cela dit, j'ai une théorie des élites qui fait que chaque communauté a des élites et que ces élites doivent se rencontrer et doivent travailler ensemble. Parce que ces élites dépassent les valeurs de la base, dépassent le consensus et les automatismes de la base. Les élites doivent être critiques, doivent se situer au-delà des automatismes propres à telle et telle communauté. Donc, les élites sont là pour unifier au sommet. C'est au sommet que l'union se fait, ce n'est pas à la base. C'est une évidence. Tout comme l'Europe se fait au sommet, pas à la base. Maintenant, pour me donner une illustration de mes propos, qui va peut-être paraître un peu choquante, la question du chômage, par exemple, est une question qui doit être résolue en remettant en question les valeurs universelles du plein emploi. Il y a plusieurs façons de vivre, il y a plusieurs façons de survivre, il n'y en a pas qu'une seule. Et l'emploi n'est pas la seule façon, le fait de travailler, d'avoir un job, d'être salarié n'est pas la seule solution pour un être humain, pour un citoyen. Je crois que les femmes, par exemple, peuvent très bien avoir une allocation en tant que mère au foyer, ça ne pose pas de problème. Je pense que les retraités peuvent aussi avoir des allocations, ce qui me paraît évident, sans être dans la vie active. Et je crois aussi que les machines qui nous environnent ne sont pas forcément la meilleure chose en tout temps. Et que là aussi, on peut les mettre parfois en veilleuse et qu'elles n'ont pas nécessairement à infiltrer notre société. C'est notre problème encore. Mais vous voyez à quel point je suis extrêmement souple là-dessus. Alors, gauche, droite, je ne sais pas exactement si on doit utiliser ces termes. Je dirais, pour caricaturer, mais sous réserve, de toute façon, ce qui est important, c'est la dialectique, c'est pas qu'elle s'appelle droite ou gauche. Qu'il y a un temps pour le plein emploi, où tout le monde est une sorte de mimétisme collectif unitaire, tout le monde va avoir ce que les autres ont, une sorte de jalousie, comme ça, moi je veux ce que tu as, et mes valeurs sont tes valeurs sont mes valeurs. Et puis, il y a une période où, au contraire, on accepte la diversité culturelle, la diversité religieuse. On passerait donc d'une phase nationaliste à une phase impérialiste. Impériale, si on préfère. Une phase de l'unicité à une phase de la multiplicité. Alors, est-ce que la multiplicité est de gauche et l'unité de droite? Ce qu'on appelle le populisme, effectivement, c'est l'idée d'une unité populaire, d'un fascisme quelque part, avec un seul et même modèle, politique, économique, culturel, religieux, etc. Et, inversement, autre politique de diversité, de tolérance,
de respect de la différence, non pas individuelle, donc ça ne veut rien dire la différence individuelle, différence collective, car nous appartenons toujours à un groupe, quel qu'il soit, en tant qu'homme, d'après notre catégorie d'âge, notre groupe religieux, notre façon de parler, notre géographie, tout ça correspond à des différences qui sont enrichissantes, en tout cas qui doivent être respectées. Alors, pour moi, la gauche devrait adopter des valeurs de tolérance et de diversité, et laisser à la droite des valeurs unitaires, populistes. Je crois qu'il faudrait engager à gauche, dans une think tank, une réflexion là-dessus, parce qu'il est possible que la gauche, par un processus mimétique, ait perdu son identité, et il faut qu'elle se ressource. Comme je disais tout à l'heure, s'il faut que les différentes communautés se ressourcent et retrouvent leur identité et leurs différences, ça vaut bien entendu aussi pour les partis politiques.